à force de fréquenter des bons et très bons développeurs, vous allez vite remarquer qu'ils ont quelque chose, un point en commun, qu'ensuite vous remarquerez systématiquement. Et même sur des développeurs que vous ne connaissez pas personnellement, simplement que vous suivez, parce que par exemple c'est les auteurs d'un framework, hein, c'est le cas par exemple de Théo, hein, je ne sais pas si vous voyez Théo, alors Brown E, c'est marrant qu'il y ait un I derrière, est-ce qu'il se prononce ou pas, je ne sais pas, c'est l'auteur de la stack T3. J'ai pu constater que lui-même avait cette qualité, et si vous allez dans la FAQ, vous constatez que sa façon de s'être améliorée au point d'avoir créé sa propre stack, ben c'est simplement de créer des applications. Bon, à l'américaine, hein, ça donne tout de suite quelque chose d'assez particulier dans l'expression, mais ça c'est quelque chose que j'ai constaté aussi bien dans les séances de formation que je donnais, donc j'ai donné des formations en entreprise où j'allais former un framework particulier des développeurs, et j'ai remarqué que toujours les meilleurs, ils avaient ce trait de caractère qui faisait que le savoir qu'ils emmagasinaient, donc ils partaient du stade où ils ne connaissaient pas un framework, jusqu'au moment où ils commençaient à le connaître et à être à l'aise, et ensuite à progresser extrêmement rapidement, c'est le fait qu'ils ne se contentaient pas de regarder ou d'écouter. Tout de suite, immédiatement, ils commençaient à jouer avec des choses, à les casser même s'il le fallait, en essayant de voir qu'est-ce qui se passerait si on faisait ci, si on faisait ça, si on changeait telle flag, telle option. C'est bien qu'ils montaient en compétences bien plus rapidement que les gens qui avaient une attitude un peu plus passive et un peu plus théoricienne. J'ai constaté la même chose quand j'avais animé des sessions de formation auprès de Master 1 et 2. Pareil, les meilleurs, ils avaient exactement ce même trait de caractère. Donc c'est pas une question de junior, senior. Les meilleurs, peu importe qu'ils soient junior ou senior, ils ont tous ce truc qu'ils valorisent extrêmement plus le savoir-faire au savoir. Ce qui ne veut pas dire qu'ils laissent complètement tomber le savoir. C'est-à-dire qu'ils le digèrent beaucoup plus vite et ils le digèrent en jouant avec. Et ça, c'est quelque chose qui est flagrant. C'est pour ça qu'on parle du tutorial hell. Parfois, c'est quelque chose qui est mal compris. On a l'impression qu'il ne faut pas regarder de tuto parce que sinon, après, vous êtes. Surtout que YouTube est très fort dans son algorithme de suggestion. Vous allez en regarder un, puis après, vous allez être incité à regarder un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Et là, vous tombez dans le piège du tutorial hell qui, en fait, n'est ni plus ni moins qu'une façon de procrastiner. C'est une façon de procrastiner le moment où vous allez vous-même commencer à taper des lignes de code qui vont vous permettre de mettre en œuvre ce que vous avez vu dans le tutoriel. Donc c'est pas aussi simple que pas regarder le tutoriel ou trop en regarder, c'est vraiment trouver la bonne dose, et c'est de passer rapidement du savoir au savoir-faire. Et là pour ça, bien souvent ce qui manque, c'est les idées. Donc quand vous avez une nouvelle techno, vous dites qu'est-ce que je pourrais faire. En fait, les applications de type CRUD, elles ont pas une très bonne réputation, mais en fait, faire du CRUD, faire une petite to-do app qui vous permet de faire du CRUD, déjà, ça vous permet, de vous libérer, de ne pas avoir à chercher une idée d'application, et de tout de suite prendre en main une nouvelle techno, un nouveau langage, un nouveau framework. J'ai fait exactement ça, je vous fais une petite démo rapidement pour vous montrer en quoi c'est quelque chose de très important et que ça vous permet de jouer tout de suite, et donc de passer du stade du savoir au savoir-faire. Là, par exemple, je crée une petite application en ligne de commande. Au passage, les lignes de commande, les applications en ligne de commande, c'est toujours très populaire, et vous remarquez que l'auteur de cette stack T3, il a mis à disposition aussi un outil en ligne de commande pour pouvoir lancer votre application. Les CLI, Command Line Interface, il y en a aussi dans le monde d'Angular, de React, de quasiment tous les frameworks modernes. Donc, apprendre à faire votre petit outil en ligne de commande, c'est tout, sauf déconnant à notre époque, en 2023. Donc je vous montre les petits, c'est du Go, mais c'est pas grave, ça aurait pu être la même chose en JavaScript, en TypeScript. Là aussi, c'est un autre trait de caractère, j'ai marqué, c'est chez les développeurs qui progressaient très vite, ils s'en fichent du langage. Pour eux, le langage, ça n'a pas d'importance, ils savent que de toute façon, ils montrent en compétence, c'est toujours les mêmes concepts. Et donc, ils peuvent s'adapter assez rapidement. Donc je vous montre la chose. Je l'ai appelé ici comme code concept. Task, c'est un simple task manager, c'est une petite to-do app toute bête. Donc voilà une petite app que j'ai créée en mode ligne de commande. Donc quand vous la lancez, déjà, elle commence à vous dire ce qu'elle vous permet de faire. Donc elle vous permet de prendre la ligne de commande et de taper une commande. Mais quelle commande, vous allez me dire? Simplement une de ces commandes. Ça c'est fourni par défaut par l'outil que j'ai utilisé, c'est Cobra. Parce qu'on peut faire des outils en ligne de commande à 9, c'est ce que j'ai commencé par faire, une petite appli en ligne de commande à 9. Puis ensuite, en regardant ce qui se faisait dans le domaine, j'ai vu que Cobra, c'était un standard pour faire des lignes de commande, des outils en ligne de commande plus sophistiqués comme celui-là. Donc vous pouvez voir, par exemple, qui vous permet de créer une task à faire, qui vous permet d'en supprimer, qui vous permet de toggler son statut, qui vous permet de lister, etc. Donc, comme j'ai déjà créé des tasks hors caméra, pour pas vous faire perdre de temps, on peut, par exemple, commencer à lister les tâches. Voilà. Au passage, j'ai le titre de la tâche, à prendre Go, c'est en cours, et c'est fait, ou pas fait, on pourrait changer d'avis, se dire par exemple, je le passe à false. Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'on a une autre option, c'est toggle, donc on peut essayer de toggler une tâche, et on se fait un petit toggle, et si on fait toggle, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il y a un flag qui est obligatoire, il faut utiliser le flag
I pour vous donner l'ID d'une task que vous voulez toggler. Et même, c'est l'occasion, je crois que c'était un peu long quand même de taper un UUID, du coup vous pouvez taper que les 4 premiers caractères. Donc imaginons qu'on ait envie de mettre learn go à false, à ce moment-là, vous utilisez toggle, à ce moment-là vous suivez ce qu'il vous dit, ici, -i, et pour toggler, celle qui commence par 3790. Voilà, là vous l'avez togglé, et maintenant si vous réaffichez la liste, vous pouvez voir que maintenant elle est à false. Peut-être que vous n'aimez pas le côté brut ASCII, c'est bien, ça fait très geek, mais vous avez peut-être envie de changer la liste. Là c'est pareil, vous pouvez très bien demander de l'aide pour voir sur la commande liste, vous pouvez voir qu'il est possible de changer la couleur. Et en scheme, on a défaut, Barbie ou Matrix. Barbie, vous vous doutez pourquoi, c'est un film qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Donc on peut très bien utiliser le flag-c, hop, le flag-c, et on lui passe Barbie. Hop, les résultats c'est quoi? C'est que vous pouvez voir le tableau en rose. Bon, je vais pas trop pousser, j'ai pris un thème qui contenait du rose, on pourrait le girlifier encore plus, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que pratiquer, c'est vraiment important de pratiquer le plus vite possible quand vous voulez monter en compétence sur une techno. Et pour en revenir à Théo, je trouvais, moi ça m'avait tout de suite parlé, je me dis tiens c'est drôle, c'est ce que je fais depuis, j'aurais bien voulu le faire depuis le début, je passais beaucoup trop de temps à lire et moins à pratiquer que ce que j'aurais dû, et je me rends compte qu'on monte bien plus vite en compétences quand on commence immédiatement à passer du savoir au savoir-faire, savoir-faire, alterner sans arrêt entre les deux. Alors qu'au départ, le tutorial hell, c'est quand vous regardez un tuto, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Le problème, vous découvrez des choses indispensables à découvrir, ok, si c'est des choses qui vous permettent d'éclairer un peu plus la doc, mais le problème, c'est que ça augmente l'angoisse. C'est-à-dire que vous vous chargez, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de choses que vous ne connaissez pas. Ensuite, vous vous rendez compte qu'après avoir vu 2, 3, 4 tutos, vous avez déjà commencé à oublier les détails du premier ou du deuxième. Et quand vous découvrez en regardant des tutos, vous vous rendez compte, quand vous regardez un tuto, qu'il y a d'autres choses encore dont vous n'avez même pas idée, et en fait, il faudrait aussi apprendre. D'où encore l'augmentation de l'angoisse. Alors que si vous avez cette alternance sans cesse entre vous découvrez quelque chose, peu importe que ce soit via la doc, via un tuto, via un bouquin, via un article de blog, et vous le mettez tout de suite en œuvre, tout de suite avec une petite appli toute bête, comme cette appli de CRUD, faite en Go, vous vous rendez compte immédiatement que les progrès sont là et que vous avez ce shoot de dopamine qui fait que vous êtes content, que ça vous donne envie de continuer à progresser au lieu de vous dire de vous noyer dans tout ce qu'il y a à apprendre. Moi, le simple fait d'avoir ces options, de pouvoir afficher le tableau en plusieurs couleurs, ça m'avait bien plu. Ou le fait par exemple de pouvoir lister, on a une commande liste et on peut aussi demander de l'aide pour voir tout ce qu'elle nous permet de faire. Et bien on peut aussi voir les choses par statut, -s, et vous pouvez choisir done ou to do. Ok, on regarde, allez, par statut, on prend le Barbie, on veut ajouter le statut, et on va voir que celles qui ont été faites. Hop, statut done, vous voyez les tâches qui ont été faites. Vous voulez voir le contraire, celles qui sont à faire, hop, vous ajoutez ce petit flag. Donc vous voyez, ça vous permet de faire un outil en ligne de commande qui vous permettrait de faire ensuite bien d'autres choses. Vous pouvez très bien utiliser un outil en ligne de commande qui vous permettrait de requêter par exemple la météo d'une ville en question, faire un outil en ligne de commande qui vous permettrait de mettre des rendez-vous, des anniversaires, des choses que vous ne voulez pas rater et qui vous enverrait. Ensuite, vous pourriez le plugger à une autre appli en ligne de commande qui vous permettrait par exemple de recevoir un SMS, une alerte par SMS ou par email. C'est l'avantage aussi des outils en ligne de commande, c'est que vous pouvez ensuite les chaîner. Donc avoir une approche linuxienne où vous avez un outil qui fait qu'une seule chose, mais ensuite qui vous permet, comme avec un pipe, de piper la sortie de votre première application en ligne de commande pour que ça devienne une entrée d'une autre application en ligne de commande. Également, rien ne vous empêche d'utiliser vos compétences de développeuse ou développeur HTML pour ensuite avoir une interface qui vous permettra de récupérer certaines choses et de les afficher aussi graphiquement si vous avez envie de le faire. L'autre chose que j'ai trouvé très intéressante, il faudrait que je retrouve le lien de cette vidéo de Théo, donc le Théo créateur de T3, c'est exactement ça. C'est par accident depuis quelques années que je me suis mis vraiment à passer beaucoup plus de temps à progresser de la sorte que de vouloir progresser trop et du coup tomber dans le tutorial help, mais peu importe que ce soit des tutoriaux ou des bouquins, c'est la même chose, c'est que tant que vous ne lâchez pas votre source de connaissances, de savoir pour ensuite en faire du savoir-faire, en fait vous ne progressez pas. C'est même une forme de procrastination active, puisque vous êtes occupé, donc quand vous êtes occupé vous avez l'impression que vous progressez, mais en fait non, vous êtes simplement occupé. Et c'était un truc très intéressant, il montrait comment parfois on a des aspirations qui sont... l'aspiration, comme je disais, c'était de devoir devenir un contributeur d'un projet open source. Donc vous êtes là au départ, vous êtes un nouveau développeur dans le domaine ou un nouveau développeur tout court, et vous avez envie de participer à un projet open source. Ça a l'air distant, donc vous êtes là et le but ce serait d'arriver sur le périmètre du cercle. Et en fait, c'est par petite itération que vous arriverez le plus vite
à votre but final. Bon, on disait par exemple, c'est quoi la progression 1 d'aller, là c'était pour Deno, de venir par exemple participer au projet Deno, le projet qui fait suite à Deno, créé par Ryan Dahl. Vous commencez à aller parcourir un tutoriel. À partir de là, vous créez quelque chose de concret. Donc de nouveau, on en vient du savoir au savoir-faire. Par exemple, vous créez un chat, uniquement la partie côté serveur avec Deno. Du coup, vous allez vous colter de vrais problèmes, des problèmes concrets et pas des choses un peu vagues ou que vous avez l'impression d'avoir compris parce que vous avez fait que lire, ou simplement des choses concrètes que vous allez découvrir par la pratique. Et de là, vous allez peut-être trouver un point qui est pénible, que vous avez pu améliorer, et boum, ça vous donne l'occasion sur ce petit point particulier, par exemple, peut-être simplement d'améliorer la doc, parce qu'il y aura un truc qui aurait été pas clair. À un moment donné, pour faire votre serveur, vous serez servi des WebSockets, vous aurez trouvé que la doc n'était pas terrible, qu'il y avait des points qui n'étaient pas clairs, si bien que vous n'étiez pas allé dans la bonne direction. Et hop, à partir de là, ça vous donne l'occasion de corriger la doc et donc d'avoir mis les pieds dans la participation à un projet open source. Donc parfois, on imagine les choses trop distantes, beaucoup trop. On dit, je ferai ça que quand je serai super bon, quand je serai un expert, quand je serai... Puis en fait, vous repoussez toujours le moment où vous allez progresser et pouvoir participer à des choses qui ensuite, de fil en aiguille, vous amèneront à faire des choses plus complexes. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec ma petite application. Alors, je suis plutôt un développeur JavaScript, TypeScript. Et voilà, bon, comme bien souvent, l'été, quand je suis pas en poste, je me dis, voilà, si je suis pas en poste l'été, j'en profite pour apprendre un nouveau langage. Bon, cette année, c'est Go. Mais vous pouvez remarquer déjà sur un petit projet tout con comme ça, j'ai pas envie d'avoir un ID de 1, 2, 3, etc. auto-incrémente. Tout simplement parce que quand je supprime une tâche, du coup, finalement, les ID ensuite sont plus corrects. C'est que je vous les réaffiche tous, sans le statut. Voilà, là, on a toutes nos tâches. Si je supprime la première, Learn Go, du coup, elle qui avait un ID de 1, 2, 3, 4, 5, soit vous vous retrouvez avec des ID qui ont des trous, on peut dire, vous commenceriez à 2, ou pire, vous auriez, par exemple, si vous supprimez la tâche numéro 2, peut-être que ça ferait remonter tous les autres tâches, et du coup, la 3 deviendrait la 2, la 4 deviendrait la 3, etc. etc. Du coup, le simple fait de faire un truc concret comme ça, j'avais pas pensé, au départ, à générer des user ID en Go. Du coup, finalement, je me suis créé un petit utilitaire et qui me permet de générer des ID en Go, des UUID. Je peux voir qu'il y avait deux façons de faire. Soit on exécute une commande fournie par le package OS exec qui vous permet rapidement d'avoir votre commande, soit vous pouvez utiliser un package tierce. Pareillement, le fait de faire une application concrète, je me suis dit, dans quoi je vais le sauvegarder, le persister. J'avais pas envie de mettre une base de données tout de suite. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas un fichier CSV, ça changerait un peu des fichiers JSON. Nous, on est tellement habitués dans le monde de JavaScript à toujours avoir des fichiers JSON. Mais les fichiers JSON, finalement, ils occupent beaucoup de place. On est habitué à JSON, mais en fait, avant JSON, il y avait d'autres formats qui étaient populaires, par exemple LearnGo. Vous avez vu déjà, rien que pour LearnGo, tout le contenu que vous avez en plus. C'est ça l'avantage aussi du Comma Separated Value, c'est que vos données prennent moins de place. Et donc voilà, je voulais voir, tiens, ça a l'occasion de voir une autre commande. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'il y avait cette application, elle nous permet de créer. Et hop, on peut créer, puis on va voir comment est-ce qu'on fait pour créer. De nouveau, on demande l'aide sur la création. On voit que pour créer une tâche, on doit indiquer un titre et des détails. Donc -D pour détail, -T pour title. C'est parti, on crée une tâche avec un titre de, Learn Rust. Ce sera le suivant. Et -detail. If the Rust Foundation, je suis un plus gros écran en anglais, doesn't explode, parce qu'ils sont encore en train de nous faire des trucs pas possibles, il y a encore du drama en ce moment dans le monde de Rust. Hop, vous avez vu, on l'a créé, il s'est affiché, ça a bien ajouté, donc il a fallu apprendre à lire un fichier en CSV, donc du coup, hop, je m'étais mis en utils, j'ai créé un petit fichier qui me permet de faire différentes choses dans le monde de Go, c'est-à-dire de pouvoir lire, déjà vérifier qu'un fichier existe, ensuite de créer un fichier CSV, à l'aide de ce package OS qui permet de créer à partir d'un nom un fichier. Ça permet de gérer les exceptions à la façon de Go, qu'est-ce qui se passe si l'ouverture a échoué. Ça permet également de constater que, étrangement, dans le monde de Go, on ne peut pas avoir la même fonction qui prend un nombre de paramètres différents, donc vous êtes obligé d'utiliser des gruges. Donc par exemple, là, ce que j'ai fait, c'est créer un getTask from CSV, donc pour récupérer les tasks du fichier CSV. Mais ensuite, si on voulait récupérer avec status, vous ne pouvez pas, par exemple, mettre un getTask from CSV et mettre un statut, la même chose, sans statut et la même fonction, getTask from CSV, avec un flag pour le statut done à true ou pas. Donc vous êtes obligé de changer les noms de fonctions. C'est pas trop gênant, mais on apprend de la sorte à faire les choses à la sauce de Go. Et également, ça a été l'occasion de créer une petite couche d'abstraction. Je m'étais dit, tout ce qui est CRUD en lui-même, on le crée dans un fichier CRUD.
Et derrière, en revanche, il appelle un autre fichier qui lui permet de faire d'interagir avec un fichier CSV comme ça. Si plus tard j'ai envie d'interagir avec une base de données, par exemple Postgre, et ben à ce moment-là, depuis CRUD, j'appellerai des fichiers, des fonctions qui ne seront pas dans CSV, mais qui seraient par exemple dans Postgre, en utilisant un ORM ou pas d'ORM. Et donc voilà, ça fait une petite couche d'abstraction, même si c'était pas forcément nécessaire, mais bon, c'est les petites habitudes, des applis d'entreprise. Donc tout ça pour vous dire que finalement, ne pas pratiquer parce qu'on n'a pas d'idée d'application, c'est dommage, parce qu'en fait, faire une to-do app, déjà, quelle que soit la techno, ça vous met face à des problèmes, comme des problèmes comme ceci, par exemple, quels sont les types, puisqu'il n'y a pas, c'est pas un langage objet, comment est-ce qu'on peut avoir l'équivalent d'un objet dans le monde de Go, c'est avec une struct, comme dans Rust. Et comment est-ce qu'on peut ensuite interagir avec un fichier dans le monde de Go, par exemple, pour que quelque chose soit public, il faut lui mettre une première lettre en majuscule. Et il se trouve que dans le fichier CSV, ça n'avait pas trop de sens d'avoir des lettres en majuscule. On met plutôt des noms de champs, des noms de colonnes en minuscules. Comment est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour on puisse utiliser des majuscules, et on a besoin de le faire en Rust, mais sans que ça nous oblige à avoir des noms en majuscules côté CSV. Donc il y a cette façon de procéder qui vous permet d'associer un nom de champ en Go, un nom de field en fait en Go, avec un nom de colonne en CSV. Bien sûr, vous pouvez regarder des vidéos qui vous montreraient comment faire une to-do app pour faire du CRUD en Go, mais en fait, quand vous faites que regarder tous ces problèmes concrets, finalement, soit ils ne seront pas couverts, soit ils le seront, mais en fait, comme ils seront couverts en même temps que tellement d'autres choses, ça restera pas. Et vous vous rendrez compte au moment où vous voudrez les faire que vous ne saurez plus comment faire. Pareillement, quand vous commencez... le fait de présenter sous forme tabulaire, au bout d'un moment, quand vous faites une application, vous êtes plus motivé. Au départ, j'avais que ça. Allez, je présentais les choses de la sorte. C'est lisible, mais c'est pas terrible comment présenter de manière tabulaire. Alors, il y a des packages natifs qui sont proposés par la standard library de Go qui est très riche. Mais en fait, il y a aussi des packages externes, comme celui que j'ai utilisé qui s'appelle Pretty Go. Ça permet Pretty Go, Go Pretty. Ça aurait été l'occasion de jouer avec les packages externes, puis c'est des choses qu'on fait forcément tout le temps, parce qu'on ne peut pas tout non plus recréer à la main. Donc ça aurait été l'occasion, quand je vous le disais, par exemple de lister, soit par défaut avec ce format ASCII, soit de changer, je ne me rappelle même plus quel était le flag que j'ai mis, aussi d'ajouter des flags. Donc voilà, couleur. Donc je sais pas, matrix. C'est du noir et du vert. J'aurais bien aimé que la couleur soit en vert aussi. J'ai pas encore trouvé comment éditer ensuite la couleur, mais c'est pas grave. Je voulais juste m'assurer que je pouvais présenter les choses avec différents types de thèmes, ça on peut dire, avant de partir sur des thèmes custom. Également, le fait de ne pas s'identifier comme étant un développeur JavaScript ou un développeur web ou un développeur. On se rend compte que très rapidement, ça nous ouvre de nouvelles perspectives. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit en commentaire que sans vous être lassé du développement web, vous vouliez voir d'autres choses. Et c'est vrai qu'à notre époque, on sait que avec des outils comme ChatGPT, comme GitHub Copilot, tous ces IA vont gagner du terrain. Ça ne veut pas dire qu'elles vont les faire les choses à notre place. Ça veut peut-être dire que sur une équipe de 4 développeurs, il n'y en aura peut-être plus que 2 plus des IA. Et donc c'est bien de s'intéresser à d'autres choses, ce qui ne veut pas dire qu'on lâche le développement web pour faire d'autres choses. Ce qu'on a à voir, c'est d'ajouter des compétences supplémentaires. Et de fil en aiguille, le fait que je m'intéresse à Go et le fait que Go est beaucoup utilisé, soit pour faire des back-ends, avec des back-ends qui vous retournent soit du JSON, soit de l'HTML, ça permet d'ajouter une corde à son arc et de ne pas être forcément en JavaScript ou en TypeScript de bout en bout. Mais aussi, comme c'est beaucoup utilisé par les DevOps, ou même dans la sécurité, ça vous permet de créer des outils. Par exemple, vous pouvez très facilement, en Go, créer des scanners de ports, par exemple, qui vous permettent de créer des outils de sécurité pour tester si les ports d'un nouveau serveur ou d'un serveur dont vous devez tester la sécurité sont bien ouverts ou fermés selon s'ils doivent l'être ou pas. Et pourquoi pas, si à mesure que les intelligences artificielles vont peut-être nous remplacer sur des choses basiques, sur des applications web basiques, et peut-être être davantage sur récemment on en parlait avec l'un de vous, soit être davantage sur tout ce qui est toolchain et Web3, soit être davantage sur la sécurité, soit être davantage... Et tout ça, ça implique de se voir moins comme simplement un développeur JavaScript ou développeur web, et c'est de se dire, puisque de toute façon vous savez programmer, autant monter en compétence sur d'autres langages qui vous permettent d'aller voir ailleurs, d'aller élargir les choses en plus du web, de faire des choses soit au niveau DevOps,
sur d'autres domaines parallèles. Donc comment est-ce que vous gérez cette dichotomie entre savoir et savoir-faire? Est-ce que vous sentez que parfois vous tombez dans l'enfer des tutos et vous enchaînez des tutos sans avoir le sentiment de progresser? Dites-le moi en commentaire, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.